Do you want a balloon too, Georgie? Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, le podcast créé dans l'ambiance du confinement pour parler ensemble de séries, de films, de livres, de jeux vidéo et parfois de tout à la fois. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler horreur, atmosphère dérangeante, ambiance malsaine, en nous intéressant aux nouvelles approches de l'horreur qu'ont proposé certains réalisateurs ces dernières années, en particulier Jordan Peele. Pour en discuter avec moi aujourd'hui, la touche féminine de l'émission, celle qui n'est pas une scream queen, sauf quand elle crie après son chat, mais qui est plutôt là pour botter le cul des démons, le ciné. Salut le ciné. Salut. Avec moi également, on l'appelle parfois le négociateur, il court après le méchant pour lui demander « Mais pourquoi tu fais ça? Pose ce second couteau, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» C'est Ugur. Salut Ugur. Salut. Et enfin, celui qui est le premier à partir en courant, surtout quand il y a des araignées, mais qui ne perd pas une occasion pour passer sa tête dans l'embrasure des portes pour dire « Here's Johnny !» à tel point qu'on ne sait plus si c'est le tueur ou pas, c'est Mickaël. Salut Mickaël. Salut Thierry. Et toute cette fine équipe avec moi pour parler donc de Jordan Peele et des nouvelles approches de l'horreur. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017 sortait le film Get Out. Ça faisait 3 mois qu'on en entendait parler aux États-Unis puisqu'il avait fait Sundance et tout le monde l'attendait en France. Et là, le coup de poing, ce nouveau réalisateur qui nous sort un film avec une tête d'affiche, un acteur noir, un film pas comme on a l'habitude de les voir et qui réitère en 2019 avec Us. What are you people? It's us. They look exactly like us. They think like us. They know where we are. We need to move and keep moving. Ma première question pour vous, c'est qu'avez-vous pensé de ces 2 films ? Du coup, moi, j'ai bien aimé Get Out. J'ai encore plus aimé Us. Get Out, c'était intéressant de voir un noir qui va dans une famille de blancs et il se passe des choses étranges. Et le film met du temps à se mettre en place. C'est-à-dire qu'on attend un certain temps pour vraiment qu'il y ait de l'action, pour comprendre ce qui se passe. Et on reste un peu dans une zone d'ombre, sans mauvais jeu de mots, dans lesquelles on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec cette famille bizarre. Et l'horreur met du temps à venir. On n'a pas cette cascade, ce pic d'adrénaline de l'horreur qu'on pourrait avoir dans un film où ça vient par vagues. Et moi, j'ai été un peu déçu par l'aspect horrifique du coup de Get Out, qu'il a totalement compensé, je trouve, dans Us, où il a réussi en fait à instiller vraiment du mystère peu à peu, mais aussi avec des moments très stressants dès le début. Et du coup, j'ai beaucoup aimé Us, et j'ai même préféré Us que Get Out. Je comprends pas ce que tu veux dire par j'ai pas trouvé que c'était un film d'horreur, Get Out. Du coup, je dis pas que c'est pas un film d'horreur. Je dis juste que la manière pour instiller l'horreur, j'ai pas trouvé ça efficace. J'avais trouvé ça plus efficace dans Us. Moi, je trouve que Get Out était un excellent film, mais Us a su mieux faire, parce que je pense qu'il y a aussi de l'expérience qui va avec. Et comme Mika a dit, je pense que Get Out n'avait pas forcément pour objectif d'être un film d'horreur. Et d'ailleurs, son réalisateur le désigne comme un thriller social plus qu'un film d'horreur. Mais dans le cas de Us, on avait vraiment un film d'horreur où il y avait beaucoup d'angoisse. Et je pense que ça a été très réussi. La méthodologie du réalisateur est excellente et j'adore. Ok, je comprends mieux en fait maintenant votre perception de c'est pas vraiment un film d'horreur. Get Out, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très réussi parce qu'il a réussi à me faire peur justement. C'est vrai que Us rentre plus rapidement dans l'horreur et c'est ça qui fait que il est plus réussi à mes yeux que Get Out. Après, Jordan Peele a dit qu'il avait fait Get Out et il considérait quand même que c'était un film d'horreur, mais que les gens ont dit « Ah, mais c'est pas de l'horreur, il n'y a pas assez de sang ». Et du coup, quand il a fait Us, il a mis beaucoup plus de doses de sang, justement comme un pied de nez par rapport à Get Out. Et du coup, en fait, je pense que dans sa tête, les deux sont des films d'horreur. Moi, je trouve que Get Out, c'est vraiment un film d'horreur. C'est celui, même entre les deux, qui reprend le plus les codes de l'horreur, avec une première scène qui est la scène d'ouverture dans le thème de l'horreur. Puis, tu rencontres 2 personnages qui vont à un endroit. On a un peu l'impression de voir les jeunes qui vont dans la maison des grands-parents, au milieu de la forêt, machin. C'est vraiment dans les bons codes. Et après, c'est vrai que l'angoisse, ça vient plus lentement. Mais pour moi, c'est celui qui est plus horrifique. Donc, je suis assez surpris par ce que vous dites. C'est vrai en fait que Get Out, il était plus classique comme genre d'horreur, alors que Us, il avait une manière plus originale de nous faire peur. Get Out, moi je l'ai vu comme un film d'horreur pour les Noirs, dans le sens où ça reprend tout ce qui pourrait faire peur, style juste la police et une scène d'arrestation. Ça, c'est un trope récurrent que tu retrouves dans les films qui mettent en scène les Afro-Américains.
Et justement, c'est rare de voir des films d'horreur avec des personnages principaux qui sont des noirs. Souvent, même on a un peu ce cliché que le noir ou le petit gros se font tuer en premier dans les films d'horreur. Et alors qu'en dernier, c'est toujours soit l'homme blanc courageux ou la final girl qui est blonde aussi. Oui, après ce que tu dis, c'est le contexte social et en fait quand on revoit le film, même on a énormément de sous-textes. On a l'arrestation par la police qui a vraiment pas trop d'intérêt en plus dans le contexte du film, mais qui est comme cette angoisse sous-jacente qu'auraient les Noirs sans cesse sur la route de se faire arrêter par un flic blanc un peu con. On a pas mal de dialogues assez significatifs, comme un dialogue autour du cerf. Je sais pas si vous vous rappelez, au début ils écrasent un cerf. Et quand ils en parlent aux parents de la copine, ils disent ça, cette espèce-là, je les déteste. De toute façon, ça fait un de moins. Ça me dérangerait pas si on les tuait tous. Et il y a énormément de sous-textes comme ça qui sont super intéressants à analyser dans le côté social du film et ils sont très pertinents. Après, je pense que ça dépend aussi de la thématique. Dans Get Out, on a une thématique, comme vous dites, un peu raciale entre noir et blanc, alors que dans Us, on avait une autre approche qui ne traitait pas de ce sujet-là, et c'est pourquoi moi, peut-être, je le définis plus comme horreur que thriller social, comme j'ai pu définir Get Out. Oui, après Us, il est morcelé. Il y a vraiment une première partie Home Invasion. Et puis là, pas du tout de distinction de couleur, puisque c'est des Noirs qui s'infiltrent dans une maison de Noirs, même si on se rend compte que c'est eux. Et puis ensuite, on a un nouveau genre de l'horreur. Enfin, on varie vers quelque chose, vers une fuite. Après, pour moi, c'est plus du tout de l'horreur. Au contraire, il y a une poésie qui est immense. Je trouve que c'est là que le message social passe le mieux. C'est plutôt dans la poésie. Et moi, j'ai complètement oublié l'horreur à la fin de Us, en fait. On peut dire aussi que les films de Jordan Peele sont intéressants parce qu'ils ont à la fois une portée sociale, mais il reste quand même un film d'horreur parce que ça me dérange un peu, comme on a pu le faire pour d'autres réalisateurs noirs, surfer un peu sur leur succès pour les rendre un peu figure de proue de la réalisation des Afro-Américains, alors qu'il a quand même un style bien à lui dans l'horreur, et tu vois que justement il connaît les codes et qu'il arrive à en faire un bon film et en plus à en faire une portée sociale. Donc c'est intéressant dans ces films de pas juste le prendre en tant que lui réalisateur noir, mais en tant que réalisateur de films d'horreur qui crée aussi sa patte et qui va continuer à le faire, je suis sûre, parce que tu le vois investi dans d'autres projets en tant que producteur sur d'autres films. Justement, dans les productions, j'aime beaucoup voir qu'il va y avoir une adaptation de Lovecraft Country, dont il est producteur sur HBO, où une famille de Noirs afro-américains, pendant la période de la ségrégation aux États-Unis, va devoir confronter une sorte de force maléfique. Je pense aussi qu'il faut qu'il entérine le statut des Noirs dans ses films. Comme le ciné a dit, quand on a vu Get Out, on avait l'impression que c'était un film d'horreur, mais basculé sur des personnages noirs. Justement, c'était un film d'horreur pour les Noirs, mais quand même à destination d'un public blanc pour faire prendre conscience de regarder qu'est-ce qui est l'horreur à nos yeux, c'est juste de se faire arrêter par des flics. Oui, d'accord, je suis d'accord avec ça. Et du coup, on a forcément un formatage de voir des films avec, comme tu disais, Michael, le noir qui meurt en premier, mais pas que le noir, aussi la fille studieuse, ou alors la fille de bonne qui meurt en baisant le garçon beau. On a des clichés comme ça, donc pas forcément que du noir. Mais là, quand on a vu ce film, on avait vraiment l'impression que ça remettait le noir au centre, que c'était presque la moitié du propos du film. Alors que quand il fait Us, là, on oublie. Après, c'est peut-être un point de vue d'homme non noir, tu vois, mais on oublie que c'est une famille de couleurs. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'il réussisse à faire, c'est qu'il parle de ce qu'il connaît. Quand il scénarise aussi le prochain Candyman, on imagine aussi qu'il va essayer de faire quelque chose qui nous fasse changer point de vue par rapport au film de 94. Justement, c'est intéressant parce que Candyman, dans la version originale, est un noir. Alors que là, j'ai vu une bande-annonce et le méchant est noir, mais en même temps, le héros semble être noir aussi. Aussi, ouais. Du coup, c'est un remake et je déteste les remakes. Il est réalisateur de Candyman ? Il l'a scénarisé. Ah, c'était pas un film très intéressant à la base, Candyman. Mais... C'est Nia DaCosta qui réalisera le film et on sent qu'il a plutôt, bon là il a scénarisé mais il se met dans une stature de producteur. J'ai une question, est-ce que vous avez vu d'autres choses qu'il a produites comme les séries La Quatrième Dimension qu'il a rebooté, The Twilight Zone ou encore la série Weird City qui passait sur YouTube? Moi j'ai vu Weird City, c'était pour le coup pas de l'horreur, donc ça c'est intéressant, faudrait aussi l'intégrer dans son style. Parce qu'on essaye aujourd'hui de définir un peu son style, on était plus dans du bizarre. Donc à voir ce qu'il va faire pour les prochains films, parce qu'il y avait un côté fable, donc je disais poétique, mais en même temps bizarre. Soit, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ah oui, je trouve que Us est effectivement une fable, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, que je parlais à des amis, ils me disaient j'aime pas la fin, en plus il n'y a pas d'explication vraiment, et on s'en fout concrètement d'avoir une explication. C'est juste suivre cette famille, on peut se battre contre son double.
Jordan Peele m'intéresse pour son imagerie. L'imagerie, elle est forte dans Us, justement, avec ces lapins un peu partout. Cette scène de combat qui est magnifique dans l'école, c'était vraiment parfait. Alors justement, dernière question, à part mettre les noirs au centre de ces histoires, qu'est-ce qui pour vous définit le style de Jordan Peele? Déjà, ça sort du standard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisation de beaucoup d'effets spéciaux pour essayer de faire peur avec du bruit dans des films genre Annabelle, ce genre de film. Et pour moi, c'est pourquoi je considère ça comme une nouvelle approche à l'horreur. Il prend son temps pour qu'on puisse avoir de l'empathie vis-à-vis des personnages qu'il présente. Et c'est ça, pour moi, qui crée de l'angoisse parce que je me mets à la place de ces personnages et c'est ça qui me fait peur. Je pense que c'est ça qui identifie un peu la filmographie de Jordan Peele. Moi, je pourrais pas exactement définir son style vu que jusque-là, moi, j'ai vu que 2 de ses films. Et j'allais dire que au moins, il n'y a pas trop de scènes gore. Mais après, il s'est rattrapé sur Us. Pourtant, c'est quelque chose que j'aurais plutôt mis en avant, le fait de pas utiliser des voies de facilité. L'esthétisme dans les films d'horreur est plus importante à mes yeux que l'action. L'ambiance qui est instaurée au fur et à mesure, qui va me faire avoir peur réellement, comme dans d'autres films d'horreur indie, plutôt que vraiment les scènes de jumpscare où ça va pas vraiment m'impressionner, ça, ou alors des scènes de torture, d'horreur. Ça m'intéresse pas dans les films d'horreur en général. Ok, donc voilà pour Jordan Peele, qui, on le rappelle, s'est fait connaître grâce à ces 2 films sous la société de Jason Blumhouse, qui est très connu pour mettre en avant des talents pour des petits budgets. Il a fait Paranormal Activity, même s'il a surfé dessus ensuite. Et puis ses collaborations avec James Wan sur Conjuring et Insidious. Donc là, il a encore révélé un talent en l'état de Jordan Peele, même s'il était un peu connu avant. Et un autre nom qui nous a aussi frappé à la fin des années 2010, passé par 2 voies, mais aussi pour des films à petit budget, c'est Ari Aster. Donc Ari Aster en 2018 sortait Hérédité, qui est aussi passé par le festival Sundance avant d'arriver en France, et a réitéré ça en 2019 avec Midsommar, qui cette fois-ci, fort de son succès, a fait une sortie mondiale. What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 films? Hereditary, je l'attendais beaucoup, surtout tête d'affiche, Toni Collette. Donc je m'attendais à voir un film intéressant. Surtout que quand j'avais vu le trailer, déjà, c'était super bien léché dans l'ambiance. Et ce qui m'a le plus surpris de Hereditary, c'est les cassures. C'est-à-dire que on attend le film se déploie et puis il y a un événement. Et de cet événement, c'est de ça que va parler le film. Hereditary parle du deuil. Du coup, on surfe un peu entre un drame d'horreur, donc c'est un mélange de genres, je trouve. Ce qui m'a le plus choqué, c'est sa mise en scène. C'est-à-dire que pour un premier film, il est parfait en mise en scène. Tous les plans sont pensés, réfléchis. Je rappelle juste le premier plan qui est magnifique où on rentre dans une maison de poupée, dans une chambre, et la chambre se transforme en réel avec les 2 acteurs qui rentrent, qui sont dans la pièce. On va rentrer dans cette famille et on va être dans la petite maison de poupée de la famille. J'ai trouvé ça très intéressant. Je suis d'accord avec toi qu'il a été bien ficelé, Hereditary, mais ça n'avait pas été un film que j'avais bien accueilli quand il était sorti. Parce que justement, en fait, j'avais reproché cette manie des films d'horreur de partir de cette situation d'horreur un peu domestique. Là, c'était pour expliquer le deuil et que ça finisse par une explication paranormale, en fait. Comme si on pouvait pas affronter la réalité, qu'on pouvait pas affronter réellement la douleur sans que derrière il y ait une explication de finalement c'était parce que c'était un démon qu'il avait agi de cette manière-là, tu vois. Après, en le revoyant, le film est vraiment très bien réalisé, l'ambiance est très bien ficelée, même les scènes d'horreur. Moi qui suis pas fan du gore, il y a quand même une scène de décapitation qui n'a rien à voir avec les scènes de décapitation de Game of Thrones, tu vois. Elle est limite suggérée. C'est vraiment au bout de 10 minutes qu'on voit en fait la tête par terre. Après l'accident de voiture, on est juste dans la tête du jeune qui était au volant et on est dans son choc émotionnel.
dans un silence en fait encore plus angoissant, qui fait que c'est beaucoup plus prenant en fait que d'avoir juste montré une scène de décapitation, gore, ou t'as la tête qui tombe, voilà. Niveau ambiance, c'est vrai qu'il avait bien réussi dans Hereditary, mais je préfère 10 fois plus Midsommar. Je sais pas pour vous. Alors moi, pour Hérédité, j'avais une séance cinéma assez compliquée, avec des gamins de 13 ans qui faisaient du bruit, donc ça m'a vraiment pas aidé à aimer le film. J'ai compris que le film était bien, mais j'étais resté trop à l'extérieur à cause du bruit dans la salle. Donc j'étais juste en train de regarder à quel point il était beau et bien, mais j'ai pas ressenti autant d'émotion. Et là, je l'ai revu. En fait, il est toujours aussi bien, mais avec l'émotion en plus, c'est encore mieux. Et Midsommar, c'est un ovni. C'est un film unique que personne n'attend, une horreur en lumière blafarde et blanche que personne n'avait osé faire sur 2h30. Pour moi, c'est un effet de style avant tout, et c'est incroyable. Hugo ? J'ai vu juste Midsommar, donc je vais parler juste à propos de Midsommar. Mais en effet, c'est un film très original. On parle de la famille, de la secte, de religion. Et l'horreur, c'est en quelque sorte un peu la séquestration des jeunes. C'est assez intéressant, c'est vraiment inhabituel dans l'horreur. Il y a des scènes parfois un peu longues, mais ça reste un très bon film. Quand tu dis séquestration, tu veux dire huis clos en fait ? Pas huis clos, mais c'est le fait que c'est pas un endroit fermé, c'est un endroit ouvert, mais qui sont coincés au sein de cette famille. C'est ça qui est assez marrant parce que on sent le huis clos, mais c'est un endroit ouvert. Ils sont séquestrés en plein air, quoi. C'est vrai que c'est fort. C'est ça. C'est comme le fait que ça soit un film d'horreur, mais en pleine journée, quoi. Enfin, sous un soleil éclatant. C'est ça. Faudrait faudrait lister les oxymores. Après, je trouve que c'est surtout un film sur comment se débarrasser de son petit copain. Voilà, moi c'est ce que je pensais plus. Hein. Pour moi, je voyais plus l'allégorie du couple, comme quoi ils sont coincés ensemble, mais qui restent quand même ensemble. Donc c'est eux-mêmes qui sont coincés par les chaînes qu'ils fabriquent. Alors qu'est-ce qui rapproche ces deux films pour vous ? Qu'est-ce qui les éloigne ? Moi, je trouve que c'est encore une fois de partir d'une situation douloureuse pour l'extrapoler à l'horreur. Dans Hereditary, c'était sur donc le deuil. Elle perd sa mère et finalement elle se rend compte qu'elle faisait partie d'une secte satanique. Et là, ça part du suicide de sa famille, qu'elle est aussi dans le deuil. Elle essaye d'échapper du coup à sa douleur, mais elle se raccroche à son couple qui bat de l'aile. Elle va tuer son mec. Spoiler alert. Parce qu'elle n'arrive pas à s'en séparer, quoi. Pour revenir à la question plutôt de Thierry, en fait, le lien entre Midsommar et Hereditary, c'est déjà une mythologie. Il y a une mythologie mise en place avec des symboles. C'est pour ça que je conseille de voir les deux films 2 fois. Quand on revoit une deuxième fois, on voit les symboles qu'on avait loupés. Et justement, du coup, on voit plein d'ours dans Midsommar et aussi des petites lettres en forme étrange qui semblent correspondre aux formes étranges de lettres qu'on trouvait aussi dans Hereditary. Donc j'ai l'impression qu'il est en train de créer une mythologie et son propre univers d'horreur. Et c'est vraiment ça que je dirais que c'est la patte Ari Aster. Et en plus de créer vraiment une horreur qui est du jamais vu pour moi. Selon vous, c'est quoi l'horreur dans Midsommar ? Parce que, à vrai dire, il n'y a pas de scène gore comme on peut identifier dans les autres films d'horreur, à part la scène du suicide. C'est la pire scène que j'ai jamais vue de suicide de toute ma vie, je pense. Quand même, là, Oui. c'est pas une scène d'horreur pour toi, c'est pas une scène gore. À part cette scène, mais dans 2h30, t'as juste cette scène de peut-être 5 minutes où on nous montre vraiment des trucs trash. C'est une ambiance d'horreur, en fait. Et elle est construite dès le début dans leur espèce d'hypocrisie, de politesse à pas se dire les choses. Il y a une espèce de manque de communication déjà dans le couple, mais aussi entre eux, entre potes. En fait, c'est ça qui est aussi drôle, c'est le personnage principal, masculin, Christian, qui est un personnage tellement antipathique. Il est hypocrite, il fuit la réalité, il ment, il dissimule. T'as vraiment envie de lui faire du mal à ce personnage parce qu'il dépasse les bornes, il est politiquement incorrect. C'est pour ça que t'as une ambiance très toxique. C'est ça qui crée l'horreur dans Midsommar. Et c'est aussi le malaise qui est créé par cette bonne ambiance complètement fausse. Tu vois qu'ils sont tous polis entre eux, ils sont tous à se faire des câlins, alors qu'en réalité, c'est une mise à mort. Moi, ce que je trouve intéressant, justement, j'étais en train d'y penser aussi aux 2 films, ce sont des scènes iconiques dans chaque film. On se rappellera tous de la scène de dîner dans Hereditary où Toni Collette s'énerve contre son fils et elle fait un monologue qui est pour moi génial de bout en bout.
Et dans Midsommar, c'est justement cette scène de danse ou cette scène aussi de un peu de sexe fort, de sexe à plusieurs, qui était vraiment iconique par rapport aux autres films. Oui, tu as raison, il y a plein de symboliques et d'imagerie en fait qui restent en tête dans les cérémonies, dans la danse. Peut-être que c'est pour représenter justement la relation toxique qu'elle a avec son copain, mais au début on a aussi un sentiment d'exutoire dans cette scène qui dure, qui dure et qui dure. Nous, en tant que spectateurs, nous pousse aussi dans nos derniers retranchements. C'est-à-dire que les scènes sont lentes, et de même que dans Hérédité, à une scène de mort, la mère met très longtemps à s'en rendre compte. Nous, on sait que quand ça va être révélé, ça va être très très douloureux. Et en fait, c'est ça qui nous rend complices d'un drame, mais aussi dans Midsommar, nous mettant dans une atmosphère dans laquelle nous aussi on peut pas s'échapper. Et justement, on peut pas s'en réchapper. On est coincé dans le film, tout comme les personnages sont coincés dans leur vie. Comme disait Hugo, on est un peu séquestré aussi au final. Moi d'ailleurs, l'une des scènes qui m'a rendu très mal à l'aise, c'était la scène de reproduction, enfin qui est très anthropologique. On pourrait dire c'est un sexe un peu forcé puisqu'il est quand même entouré de toutes ces femmes qui lui poussent le derrière pour qu'il pénètre au mieux la jeune fille. Tu te forces à regarder dans le sens mais jusqu'où ça va aller parce que t'as jamais vu ça non plus. L'aspect esthétique de ce film-là, surtout les scènes d'exposition en fait des corps qui m'a beaucoup fait penser à la série Hannibal. Il y a un des jeunes qui a des fleurs à la place des yeux, même la scène de sacrifice à la fin. Il y a vraiment une jolie mise en scène de leur corps. C'était pas juste des scènes de gore ou des scènes d'horreur pour en montrer, mais il y avait une signification derrière, il y avait vraiment un symbolisme que j'ai beaucoup aimé. Justement, ce qui est choquant en fait quand on regarde bien Midsommar, je me rappelle plus trop pour Hereditary, et les scènes sont filmées en plan large. Souvent, on filme en close-up de manière à pas trop voir pour faire suggérer. Là, la plupart des scènes sont en plan large et du coup, tout est exposé comme la lumière du jour. Et c'est vraiment perturbant de voir de l'horreur d'exposition. On est tous d'accord pour dire qu'Ari Aster il est touché par le deuil. À chaque fois, c'est une situation de deuil au départ, qu'il a un problème avec les sectes et les gens nus qui se tiennent debout. Juste nus et debout. Ça coûte moins cher en vêtements. Je pense qu'il y a un budget design qui a été passé à la trappe dans ces films. Mais c'est où? J'ai pas vu, moi. Pourquoi j'ai pas vu? Mais dans Midsommar, il y a des scènes de surtout gens pour la nus. scène de copulation. Ouais. Bah oui. Ah, T'as fermé les yeux la moitié du film ou bien non, mais c'est que des vieilles, c'est pas marrant. Il est pas fan de Shining, on dirait. Justement, c'est ce que j'aime, c'est que c'est tous les corps qui sont nus, c'est-à-dire hommes ou femmes, disgracieux ou pas, c'est tous les corps sont montrés effectivement nus dans ces films. Pour le coup, j'ai vu ce film avec Ugur et je dois dire qu'il était très mal à l'aise. C'est pour ça qu'il est un peu dans le déni. Quoi, des corps nus, non? C'est ça. Je fermais les yeux, il y avait trop de lumière. Ces deux films, Hérédité et Midsommar, sont assez antinomiques finalement. Un qui est assez sombre, l'autre qui est en lumière blanche, et pourtant les deux cachent des choses. Il y a pas mal de choses cachées dans les décors. Du coup, Hérédité qui suit plus les réalisations classiques de films d'horreur, donc en plan très rapproché pour laisser toute sa place au hors-champ. Il utilise aussi une technique qui s'appelle le tilt shift, une technique photo qui permet de faire croire que c'est une maquette, alors que dans Midsommar, comme tu disais, c'est des plans larges. Enfin, on dirait que ce sont deux films totalement à l'opposé, et pourtant qui sont unis dans la même mythologie. On a complètement oublié de parler du fait que Midsommar a été beaucoup inspiré par le film Wicker Man, puisqu'il reprend totalement des scènes du film original, comme la scène de danse, le côté secte. Il a bien réussi à réutiliser le matériel de Wicker Man et pour en faire un bon film d'horreur et pas juste une copie. Et il en a fait quelque chose à sa manière, sans que ça soit une parodie non plus. Et sans le côté musical de Wicker Man, Merci bien. qui est une comédie musicale tout de même d'horreur. Et donc pour conclure sur cette thématique qui est la nouvelle approche de l'horreur à travers ces deux exemples, qu'est-ce qui pour vous fait que ces deux réalisateurs proposent quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir? Du coup, on a ces deux réalisateurs d'horreur qui ont créé leur propre mythologie. Donc d'un côté, on a Jordan Peele qui avec deux films a réussi en fait à un cinéma d'horreur avec des personnages noirs qu'on n'avait pas vu avant dans d'autres films d'horreur. On les avait vus mais pas dans les bons personnages. Et d'un autre côté, on a Ari Aster qui prend une idée et il va jusqu'au bout tout en restant toujours sur son concept. Et il a un concept par film. Hereditary, c'était le concept de la secte, mais démoniaque, alors que de l'autre côté, avec Midsommar, on a le concept de la lumière qui est très présent. En fait, moi, je pense que ces deux réalisateurs créent des mondes plus proches de la réalité. On se reconnaît beaucoup plus et c'est surtout de l'horreur sociale qui crée de l'empathie et qui crée une peur qu'on n'a pas vécue avant. Oui, et puis c'est des réalisateurs qui s'attardent beaucoup sur la psychologie de leurs personnages. Les débuts de films sont très longs pour nous présenter les personnages, mais de manière très approfondie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recherche quand je regarde un film d'horreur.
Je regarde pas un film d'horreur pour voir juste une bande d'attardés se faire trucider. Et c'est vraiment ça que ces deux réalisateurs ont capté. Moi, je dirais juste que les deux réalisateurs, ce qui les rapproche, c'est un peu dur de dire ça, mais ils ont rien inventé de nouveau, mais plutôt ils se sont inspirés de ce qui s'est fait avant, toute la période des années 70 où on faisait vraiment des films d'horreur gore. Et on a commencé à être plus dans la monstration de l'horreur. On va dire ils sont revenus à des bases beaucoup plus conceptuelles de l'horreur, qui fait que ça nous paraît nouveau à nos yeux. C'est vrai qu'on dit que c'est une nouvelle approche, mais finalement, est-ce que ce serait pas un retour à des films qui savaient instaurer une ambiance comme Shining, plusieurs autres films des années 70. Mais il y a aussi peut-être d'autres réalisateurs qui ont fait des films récemment avec une approche aussi particulière. On peut parler aussi de Robert Eggers, qui réalisait The Witch, qui a plutôt fait parler, et très récemment The Lighthouse. Donc c'est encore des films assez singuliers, qui sont pas forcément entièrement des films d'horreur, mais du coup qui sont une nouvelle approche vraiment de ce qu'on peut faire en horreur. Soit en jouant avec la manière de raconter l'histoire, soit en jouant avec les effets de style. Moi, je veux bien citer un de mes réalisateurs préférés de cinéma d'horreur, et en fait, c'est Mike Flanagan. Il a réalisé le dernier Doctor Sleep, qui est une suite à Shining, même si j'ai pas trop aimé, et je lui pardonne ce faux pas. J'ai beaucoup aimé Before I Wake, Hush, et aussi Jesse, qui était vraiment très bien. Et surtout, cette série d'horreur, The Haunting of Hill House. Je pense qu'on n'a pas mieux fait comme série d'horreur. Un truc que je pourrais peut-être citer, je conseillerais un court-métrage de Ari Aster que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle The Strange Things About the Jensens. Par contre, c'est vraiment malsain à souhait. Je le conseillerais peut-être pas à tout le monde, mais ça suit bien le modèle de ces films, avec toujours ce côté un peu malsain. Merci pour ce dernier conseil, et puis on a hâte de voir les prochains films d'Ari Aster dont on n'a aucune idée encore, et puis le Candyman de Jordan Peele. C'était tout pour cette émission sur une nouvelle approche de l'horreur. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Ciao. See you. Do you want a balloon too, Georgie?